Bonjour à tous, vous m'entendez bien là, je pense. Un bonjour particulier donc à Cyr. Je ne sais pas s'il nous suit, mais du moins il devait se brancher avec son épouse Françoise. Et c'est donc un grand merci aussi à Cyr, car on verra que cette fouille n'aurait pas abouti au résultat que l'on va présenter s'il n'avait pas été un des co-inventeurs du site en 1986, et également il a été le pionnier en faisant le premier sondage en 1995. Donc le titre pour vendre 9.4, un témoignage du commerce méditerranéen de l'Antiquité tardive. La présentation se fera sous 3 chapitres. Le premier, donc, la localisation et le contexte archéologique du site. Le deuxième chapitre parlera donc du gisement de Port-Vendre Neuf et de la méthodologie qui a été employée. Et enfin, en troisième chapitre, on parlera spécifiquement du niveau, donc Port-Vendre 9.4, avec les résultats et les hypothèses. Je continue. Donc, en ce qui concerne Port-Vendre, c'est le dernier port à activité économique relativement important, qui se situe donc le plus au sud de la France, à quelques kilomètres au nord des côtes espagnoles. Il est situé donc entre Collioure, qui est un peu au nord-ouest, et Banyuls, beaucoup plus bas, vers le sud. Port-Vendre a été situé, notamment durant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, sur une route importante, commerciale, donc à mi-chemin, enfin quasiment à mi-chemin entre Narbonne au nord, Narbo, et Emporias, Emporiton, Emporiae au sud. Donc c'est une route commerciale qui avait donc la possibilité donc à Port-Vendre de trouver là un lieu de mouillage à l'abri des vents dominants, et notamment donc quand il y avait une grosse mer ou par coup de vent, tempête, etc. Or, il se fait que pour entrer dans Port-Vendre, on a quand même 2 vents dominants qui sont la tramontane, qui est essentiellement de direction nord-ouest, et le marin, disons généralement d'est. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ils présentent de grosses difficultés pour les bateaux soit qui viennent du nord, soit qui viennent du sud, veulent se mettre donc à l'abri, qui voulaient se mettre à l'abri dans l'anse Gerbal, qui était une sorte de calanque naturelle qui se trouvait donc dans cette partie du port actuel de Port-Vendre, et qui depuis les années 70 a été comblée pour la création d'une criée, qui d'ailleurs aujourd'hui n'est plus d'actualité. Donc pour cela, les bateaux devaient rentrer et se mettre à l'abri, mais malheureusement, certains pouvaient être drossés contre les récifs de cette zone qu'on appelle la redoute Béart, du nom d'une redoute, c'est-à-dire une fortification d'époque de Vauban. Et à ce moment-là, ce lieu s'est retrouvé donc être un véritable cimetière de bateaux, comme on va le voir sur la diapositive suivante. Donc certains, on espère, la plupart ont pu se mettre à bon port pour le mouillage, mais malheureusement, d'autres sont venus se fracasser sur ces récifs. Alors ici, c'est une vision un peu très schématique de la localisation de ces épaves, ou du moins de ces naufrages. Parfois, il ne s'agit pas vraiment de parler de naufrage. On a par exemple l'anse Gerbal, il s'agit d'un dépotoir qui part du 1er siècle avant Jésus-Christ jusque vers le 6e, 7e siècle après. Port-Vendre 1, qui est un site qui est bien connu, puisque là, vraiment, nous avons une épave qui a été remise un peu en valeur ces dernières années par les travaux à la fois du DRAS, mais également du parc naturel, qui ont réalisé donc un film que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, il s'agit bien d'une épave de l'Antiquité tardive, qui peut être datée autour des années 400.
Et ensuite, vous voyez, on a, par exemple, en jaune, on a au moins là 2 points. Ce sont essentiellement non pas des naufrages, mais au moins la présence de mobilier assez important qui pourrait correspondre au minimum à des délestages, peut-être aussi, pourquoi pas, à des restes de naufrages. Et puis, on a ainsi, donc, on suit toute une chronologie de naufrages jusqu'au 5e siècle. Et en ce qui nous intéresse, en ce qui nous concerne, on a toute une zone, donc, on a appelée Port-Vendreneuf, que parfois, d'ailleurs, dans des publications, vous pourrez également lire sous le nom de Redoute Béat. Et on verra qu'à la suite des fouilles qui ont duré une douzaine de campagnes, il nous a été nécessaire de subdiviser ce site, ce gisement Port-Vendreneuf, en autant d'US différentes, d'où ces numéros 9.1, 9.2 qui vont jusqu'à 9.5. Une autre vue donc, qui s'ouvre un peu plus pour vous montrer qu'au-delà de la rade de Port-Vendre, on pourrait citer aussi Port-Vendre 5, qui est carrément donc à l'extérieur du port. C'est justement une de ces épaves d'époque Auguste ou Tibère, qui a été fouillée dans les années 80-90, sous la direction d'ailleurs de notre ami Sire Descamps, avec l'appui aussi de Marie-Pierre Gézégou. Mais on a également, donc, dans le secteur du Cap Béar, on a jusqu'à 5 signalements, soit de naufrages, soit d'objets isolés, qui montrent autant de fortune de mer. Et puis, il faut rajouter, pas trop loin, en direction de l'ouest, en direction de Collioure, donc à la limite de Collioure de Port-Vendre, 2 épaves, Réguez 1 et Réguez 2, dont Franck Bréchon nous a parlé récemment. Donc, on voit qu'on a ainsi, entre le port, une dizaine de naufrages possibles, de naufrages identifiés, rien que pour l'Antiquité, Cap Béar, 4, 5 sites signalés, et au moins 2 à la limite vers Collioure. Une vue donc, qui nous montre cette entrée de la rade avec les constructions donc, de la criée des années 70, donc, qui ont obturé la l'anse Gerbal, qui était le lieu de mouillage dont on a parlé. Et nous avons au premier plan, là nous sommes dans les années 90, 2000, 2010, les éléments utilisés par la RESMA, l'Association pour les recherches sous-marines en Roussillon. Donc, à ce moment-là, donc, on était équipé de 2 zodiacs et d'un ponton, donc, qui étaient nos éléments pour travailler sur ce site qui ne se trouve qu'à quelques mètres sous l'eau. Une autre vue, donc, on rentre un peu plus dans la rade. Et donc là, on a un zodiac sur place à l'emplacement du site Port-Vendreneuf. Et vous avez, en fait, on a ici ce qu'on appelle le feu d'alignement de Port-Vendre. C'est à cet endroit, donc on est vraiment sur les récifs de la Redoute Béat. Ce site a été déclaré en 1986, donc Sire Descamps étant un des 4 co-inventeurs. Et les fouilles ont commencé sous forme de sondage de 1995 à 2003. Donc, 3 sondages, 95, 96, 97. Puis, à partir de 98 jusqu'en 2002-2003, nous avons fait une fouille programmée à laquelle j'ai participé et à laquelle également a participé Michel Salvat, qui, employé de la ville de Port-Vendre, en charge notamment avec le DRASM, le dépôt de fouilles de Port-Vendre. Et puis, on a terminé par des séries de sondages en 2009, 2011 et 2012 pour essayer de cerner l'extension de ce site. Donc, au total, on a près de 250 mètres carrés de surface qui ont été fouillés donc, en 12 campagnes de fouilles, c'est-à-dire donc, entre 1995 et 2012. Bon, quelques nombres, parce qu'on a le compte bien précis, c'est un certain nombre de temps et de plongées qui ont été consacrés à ce site. Et pour l'inventaire, dont nous avons quand même 8530 entrées, soit ce sont des fragments d'objets ou d'objets entiers, soit également, parfois, ça peut être un lot d'objets. La grande majorité de ces objets ont été coordonnés en X, Y, Z. C'est un site de naufrage, peut-être aussi de délestage ou de rejet en mer.
Généralement, ce site se trouve donc situé entre 3 et 5 mètres sous le niveau de l'eau. Qu'est-ce qu'on dira d'autre? Que également, c'est un site qui se trouve pris dans des niveaux de matte de Posidonie qui sont relativement épais et qui d'ailleurs plongent assez profondément, jusqu'à plus de 2 mètres de profondeur. La visibilité, donc là, c'est 2 photos qui sont comparables, c'est pour vous montrer la visibilité en réel pour la première photo. Donc, on a souvent ces couleurs verdâtres, bleuâtres, donc rarement une bonne visibilité. Et au point que pour avoir des photos de bonne tenue, on est obligé à corriger pour avoir le type de photo du bas qui reste quand même souvent relativement passable. Le gisement, méthodologie. La méthodologie, en fait, c'est l'exemple. Alors là, je m'adresse surtout aux étudiants pour qu'ils voient le lien qu'on peut faire entre les cours théoriques en archéologie et notamment aussi en archéologie terrestre, archéologie sous-marine, et puis donc les méthodes qui sont appliquées sur le terrain et sous l'eau. Donc c'est l'exemple de la Colnaragotte au Tavel. Donc là, c'est un peu une sorte d'histoire personnelle où mes premières fouilles ont eu lieu donc en tant que participant à Tautavel entre 1977 et 1980 avec l'équipe d'Henri Delemlay, à l'époque où Henri Delemlay dirigeait lui-même les fouilles sur place. Et donc, c'est un site préhistorique, comme vous le savez, et comme la plupart des sites préhistoriques, ils utilisent ce qu'on appelle le système Wheeler, mais dont il est bien quand même de rappeler l'origine. Donc, vous retrouverez sur Internet un peu toute l'histoire, l'historique, la biographie de Sir Robert Mortimer Wheeler, qui est à l'origine de cette méthode, et qui a été étendue d'ailleurs à tout le Commonwealth, d'abord Écosse, Angleterre, et puis tout le Commonwealth entre les années 1900 et jusqu'à sa mort en 1976. Donc on a, pour résumer de manière très synthétique, on a quadrillé le site en carré d'un mètre de côté, donc référencé par une lettre, des abscisses et des ordonnées, des nombres en ordonnées, et puis également on a fait en sorte, donc en mettant des points fixes, de pouvoir donner pour chaque objet une hauteur relative donc, par rapport à un niveau 0, donc c'est le Z. Cela nous permet de dresser des plans et également de faire des coupes donc, stratigraphiques en verticale. Voilà. Ces coupes sont faites d'ailleurs sur les relevés à partir des bermes. Le fait d'avoir collaboré, et là je précise bien qu'il s'agit bien d'un travail d'équipe, et notamment au niveau de la direction, entre Cyr Descamps, qui était à la fois plongeur et préhistorien, et puis aussi avec Michel Salvat, on a donc collaboré, et c'est dans l'esprit, un peu cet esprit toujours de fouille et de fouille, j'allais dire, terrestre, qu'on a essayé de dresser dès le départ donc, ce qu'on appelait la chronostratigraphie du gisement. Car ça allie à la fois la stratigraphie et également on y a intégré des niveaux qui sont bien datés, soit en valeur relative, soit en valeur absolue, notamment par des carbone 14. Donc Tautavel, vous vous rappelez, avec cette forêt de fil à plomb qui détermine les carrés au sol. Donc nous, bien sûr, il a fallu que nous nous adaptions pour la fouille sous-marine, autant à Tautavel, à la côte de l'Arago, chaque carré a un carnet d'inventaire. Alors il faut savoir que sur 10 cm de profondeur, 10 cm de profondeur et dans un carré d'un mètre de côté, on peut avoir jusqu'à plus de 1000 objets. Donc vous comprenez l'intérêt d'avoir un carnet par carré à Tautavel. Et donc, c'est le même système. Hein, à la fois, on indique un numéro d'inventaire, la nature de l'objet, la zone, la couche, etc., X, Y, Z, l'orientation s'il y a lieu, le pendage et les dimensions des objets. Voilà. Donc, ça a permis à Tautavel de pouvoir vous présenter cette chronostratigraphie que l'on peut retrouver sur Internet, et puis cette belle coupe avec les différents niveaux qui s'étalent, eux, bien sûr, sur une autre échelle de temps, entre 100 000 et 600 000 ans. Donc, appliqué à Port-Vendres-Neuf, on va voir les
justement les premiers résultats. Donc l'équipe de recherche, j'y reviens dessus. D'abord, il y a eu la découverte en 86 qui a commencé par livrer du mobilier amphorique des 4e et 5e siècles. Donc là, c'est 1986. En 95, vous avez cette coupure du journal local indépendant qui vous montre le premier sondage réalisé à proximité du sondage de 86. Et là, on retrouve également une série d'amphores, alors c'est ce qu'on appelle une Almagro 51, qui peut être de la fin du 3e jusqu'au 5e siècle. On a ensuite des amphores de Méditerranée orientale. Vous avez une LRA1, une LRA3, le fond d'une LRA3 et 2 autres LRA3 de petits modules. Et puis, vous avez à côté, par contre, une amphore Dressel 1 qui, elle, date de la fin de la République. Donc, on voit déjà, en 95, que 2 niveaux étaient bien pressentis. Un niveau très ancien autour de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et un niveau supérieur autour du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. 3 campagnes ont suivi, donc on l'a dit, en 95, 96, avec une collègue de la RESMAR, Nathalie Gassiol, et 97, donc c'est Cyr Descamps qui a repris la main, car pour la petite histoire, il faut savoir qu'à cette époque-là, 95-96, nous étions associés, Cyr, Michel et moi-même, sur les fouilles du puits de Bellegarde. Donc, celle-ci étant terminée en 96, tout le monde s'est remis donc sur Port-Vendre, sur la fouille de Port-Vendre-Neuf, qui à l'époque donc était plutôt connue sous le nom de Redoute-Béart. Donc, ces 3 sondages ont permis effectivement d'affirmer les 2 niveaux dont on a déjà parlé, 5e après, 1er avant. Et l'un de ces sondages, 1997-4, a eu la surprise de révéler qu'en plus des céramiques, là vous retrouvez une amphore amphore LRA3, ou aussi on l'appelle Robinson 55-56, on reverra tout à l'heure ce mobilier-là. On a ici une LRA1. Eh bien, dans ce sondage-là, également l'apparition de 4 fragments de débris architecturaux. On avait un élément de chapiteau de pilastre en marbre, un fragment de corniche également en marbre blanc, un élément également de corniche, mais celui-ci en calcaire oolitique, et puis un élément de bassin en calcaire dur, calcaire gris. Donc ça, c'était associé avec ces amphores du 5e siècle, mais dans cet endroit particulier, à quasiment la nappe juste au-dessus d'une plus profonde, on trouve par exemple ici un fragment de Dressel 20 qui lui appartient à un autre niveau, peut-être en rapport avec une épave qui est assez proche, qui est Port-Vendre 2, qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, hommage à Cyr Descamps, qui, rappelons-le, est le président fondateur de la RESMAR en 1988. Et ici, dans l'un des zodiaques, on s'aperçoit que la pêche est miraculeuse, avec beaucoup d'éléments lithiques, donc des débris d'architecture, et notamment un élément de corniche, ici, donc, dans les mains de Cyr. L'équipe de recherche donc, a associé nous 3, Cyr, Michel, moi-même, mais également donc, Nathalie Gassiol et Lionel Fadin, qui tous ont travaillé au sein de la RESMAR. Je rappelle d'ailleurs que la RESMAR est son siège social à l'Université de Perpignan et la base d'opération à Port-Vendre. Et nous avons associé à nos recherches, parfois d'ailleurs au fur et à mesure des découvertes, un certain nombre de collègues, soit qui travaillaient déjà à l'université, comme François Amig pour les céramiques médiévales, mais également des géologues de l'université de Perpignan, et Pierre Giresse, qui travaillait sur la pétrographie, ou Jean-Paul Barusso sur la sédimentologie marine. Également, on a associé des collègues du DRAS, bien sûr, comme Marie-Pierre Gézigou, des collègues du CNRS, comme Jean-Noël Barandon, Jean-Claude Bessac, que certains connaissent, qui est spécialiste des matériaux techniques de taille, Michel Bonifay,
qui lui travaille surtout sur les céramiques antiques de l'Afrique du Nord, l'Antiquité tardive, notamment les amphores. Également, on a Daniel Foy, qui travaillait sur la verrerie antique, etc. Plus d'autres collègues comme Jérôme Cotarba qui localement connaît très bien tout ce qui est céramique commune de notre région. Et puis, on a travaillé aussi avec des étudiants comme Laura Lopez ou également Stéphane Petit et à l'époque même Emmanuel Nantais. Voilà. Le site a bien été cartographié. Alors, on a un certain nombre de points fixes. On est allé jusqu'au point F. Cela nous permettait régulièrement, parce qu'on avait, contrairement à Toutavel, on n'avait pas un quadrillage en permanence sous l'eau. On avait, par contre, ces points fixes qui nous permettaient, par triangulation, de reporter chaque année, donc de retrouver le sens de notre carroyage. Et on le verra sur la diapositive suivante. Bon, on y reviendra. On utilisait donc à chaque campagne des carrés, soit métalliques, soit en montage plastique. Ces carrés qui sont constitués, donc c'est les carrés de 3 mètres de côté, avec des élastiques, ce qui donc nous donne la possibilité de travailler sur 9 mètres carrés. Généralement, on travaillait en palanquet de 2 et au minimum, nous avions 2 carrés de 9 mètres carrés côte à côte ou à 2 endroits à peu de distance. Donc, on travaillait au minimum à 4 personnes sous l'eau et à certains moments, on est allé jusqu'à 3 palanquets de 2. Donc, c'est-à-dire qu'on travaillait 9 fois 3, 25 mètres carrés sous l'eau. Quand la zone était terminée, il suffisait de déplacer le carré et de continuer la fouille. Donc, c'est comme ça que l'on a peu à peu étendu notre fouille. Les conditions, vous voyez que ces photos, en général, on a fait en sorte qu'on essaie de prendre, quand la visibilité était très bonne, des photos de fouille, soit ce qu'on peut appeler parfois d'ambiance, soit des photos vraiment sur le mobilier. On a des bermes qui peuvent faire donc autour de 1 mètre de profondeur et parfois qui allaient jusqu'à 1,50 m de profondeur. Vous avez donc une vue. Ces bermes sont relativement solides puisqu'elles ont été creusées dans la matte de Posidonie. Donc, et vous savez, c'est un herbier qui va laisser beaucoup de racines et qui va au fur et à mesure donc progresser, qui va s'élever vers le haut. Et on a également comme ça des passes d'ensevelissement, de dépôts de gravier, de dépôts de sable. Et on a donc autant de niveaux de Posidonie sur parfois plus de 2 mètres, voire 3 mètres de hauteur. On a ainsi, donc ça c'est un montage schématique, on a pu fouiller quasiment sur une zone de 20 mètres en abscisse, donc grosso modo on dirait est-ouest, sur 18 mètres en nord-sud. Ici, à l'étoile, va correspondre un sondage où on a essayé d'atteindre le substrat, à peu près à 3 mètres de profondeur, et ce qui nous a permis à la fois de faire une stratigraphie jusqu'au point le plus bas du remplissage, et également de pouvoir faire un échantillonnage de 4 échantillons de racines de Posidonie qui ont permis de donner des datations C14 intéressantes. Et puis un autre exemple, on verra, ici on a un exemple de coupe dont on va vous montrer le dessin sur 9 mètres de longueur par exemple, l'interface entre les zones I, les bandes I et les bandes J, donc sur 9 mètres de longueur, vous verrez un exemple de ces coupes stratigraphiques. Au-delà de ces 20 mètres, là c'est pour dire l'essentiel du gisement. Et on parle bien de gisement ou de site et non pas d'épave ou de naufrage, car vous verrez, c'est assez complexe. Et en fait, on a plusieurs faits qui se sont superposés les uns sur les autres. On a également, donc ici, on retrouve le sondage 1986,
Et puis, on a replacé les sondages de 96. Là, vous en avez un de 97, un autre de 96. Et puis, les sondages de 2009, 2012, 2011. Voilà. Donc, on est allé jusqu'à 42 mètres, il me semble. 42 mètres en longueur. Donc, en tout, on a près de 250 mètres carrés qui ont été fouillés. Sur la gauche, vous avez la coupe stratigraphique avec l'implantation de ces échantillonnages datés en C14. Donc, 4 échantillons ont été proposés en 1998 au laboratoire de Lyon. L'un correspond en fait au sommet des premiers au moins à l'époque, ce qu'on avait reconnu comme les premiers niveaux anthropisés, donc à peu près à 70 cm de profondeur dans cette zone. Le deuxième échantillonnage a été daté vers la base des niveaux anthropisés, mais pas vraiment à la base, un peu au-dessus. Et puis un troisième et un quatrième échantillon, eux vraiment dans des zones stériles, pour arriver autour de 2,83 m dans cette zone-là, donc au substrat. Donc on peut dire qu'on a la zone anthropisée qui se trouve, donc les datations. La datation la plus haute nous donne donc une datation, j'allais dire, de haut Moyen-Âge, au-dessus de nos dépôts du 5e, qui paraît assez cohérente, entre 572 et 704. Je n'ai pas de mémoire, le pourcentage de probabilité, je n'ai pas mémoire, on pourra le retrouver dans les archives. Et puis vers la base, on a une datation qui est assez large, 159 avant, 57 après, qui correspond donc au niveau du premier avant. Et puis dans la zone stérile, on a une datation qui tourne autour de 1300 avant Jésus-Christ, et la dernière, donc début du remplissage dans cette zone, donc du remplissage actuel, autour de 2000 avant Jésus-Christ. Donc c'est très intéressant, car à notre connaissance, on en avait parlé avec Cyr, c'était une des premières fois qu'on utilisait les racines de Posidonie fossiles pour arriver à dater au carbone 14, et on a des dates qui semblent assez cohérentes. Voici une vue de cette coupe IJ, donc sur 9 mètres de longueur. Alors en détail, vous voyez que c'est des coupes qui valent bien celles de la cône de l'Arago. C'est un travail minutieux qui a été fait quasiment au demi-centimètre, au millimètre près, souvent d'ailleurs par Michel Salvat, et qui les a lui-même mis au propre par la suite. Donc on a une série de coupes, et vous voyez qu'on devine toujours ces deux grands niveaux, donc le niveau du 5e siècle qu'on appelle 9,4, et un niveau plus bas, 9,1, qui lui daterait autour du 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà, encore une autre vue. Et vous devinez qu'effectivement, on suit le départ du substrat, à peu près donc ici dans cette zone-là, on n'est vraiment pas très loin de la côte, à peu près à 1 mètre de profondeur, donc on trouve le substrat. Si on continue, en fait, et comme toute logique d'ailleurs, la sédimentation se fait de plus en plus faible dès que nous allons vers la côte, et il est arrivé que les différentes nappes, les différentes couches se touchent les unes et les autres. L'avantage de pointer et de référencer tous les objets en X, Y, Z permet des représentations à la fois cartographiques en 2 dimensions et même voire en 3 dimensions intéressantes. Donc on a un exemple ici de la répartition des clous de cuivre ou de bronze du niveau d'un port vendre 9,2. Donc là, on peut être certain pour affirmer qu'il s'agit bien non seulement d'un naufrage, mais en fait des restes d'une épave, puisque c'est une zone de récif, le bois ne s'est pas conservé, à la fois donc mis à mal par la houle, par les coups de vent, par tous les éléments vivants marins donc, qui ont mangé ce bois. Et la présence des coups, il y en a environ 250, donc nous permet quand même d'affirmer qu'on a vraiment la présence d'une ancienne épave.
Donc, si on prend dans le sens nord-sud, on a donc ces clous qui sont disséminés sur à peu près 20 mètres sur 16 mètres en est-ouest. Donc, si l'on les cartographie différemment, ici on travaille qu'on a fait avec Lionel Fadin, qui travaille à l'école française d'Athènes. Il est topographe, géomètre, topographe. Donc, c'est un exemple, là, ici, c'est une carte qui date de 2001, donc nous étions à peu près aux 2 tiers de la campagne, des campagnes, et on voit dans l'autre sens, le nord étant ici, vers le bas, on voit donc ce qu'on peut arriver à obtenir comme image modélisée. On a bien sûr des relevés de terrain, donc ça c'est un détail qui vous montre la richesse de ce niveau 9.4. Et vous retrouvez le sondage de 97, sondage 97.4. Et on peut, comme d'ailleurs ça se fait sur certains sites, hein, on peut essayer de colorer suivant le type de matériau, le type d'objet. Et là, par exemple, en jaune, ont été colorés les débris d'architecture, qui soient en calcaire holothique ou en marbre. Et en orangé apparaissent des moellons de construction, qui aussi participent à cette nappe 9.4 de débris d'architecture. Quand on essaye de cerner à peu près l'aire de dissémination des clous de charpenterie navale, donc on a quelque chose qui est assez informe et qui s'explique aisément par le fait que quand il y a des naufrages par tempête, on peut imaginer que les éléments de la coque sont complètement éclatés, disloqués, et donc on a comme ça l'essentiel de la coque et des clous qui vont rester sur place, mais d'autres qui vont être emportés un peu par vents et marées et par houle un peu partout. Là-dessus, donc une vue de ce qu'est à peu près la nappe 9.4. Alors, on rentre dans un peu une subdivision de ces nappes du 5e siècle. La nappe 9.4a, donc ce sont les débris de construction et d'architecture, avec une dissémination assez large, là aussi, à peu près 20 mètres sur 20, hein, assez large. Mais là-dedans, on a des zones un peu plus denses, qui sont représentées sous cette forme un peu patatoïde, que genre on appelait A, et une autre un peu plus près vers la côte, abysse. Là-dessus, un peu plus au-dessus, on a des nappes lithiques, mais qui sont constituées non plus de débris d'architecture, mais de pierres halogènes, donc étrangères au site. À la fois, on a en B, donc en B, c'est les zones grisées, ce sont des éclats de grès siliceux. Si vous voulez, ça ressemble un peu ça a un peu l'aspect, presque la texture, la couleur du schiste. Donc, ce sont des grès, soit à l'état brut, hein, que des éclats de pierre, soit des galets, donc des éléments qui étaient certainement en rapport avec une côte, qui ont été usés et qui ont été retrouvés dans ce lest. Donc, on a deux zones, en fait, cette zone-là et cette zone avec quelques lentilles de ces grès siliceux. Les zones C, elles, correspondent à des lests très riches en uniquement galets. Soit c'est des galets de calcaire, soit des galets de dolomie. Seule l'analyse géologique peut faire la différence parce qu'à vue, c'est les mêmes types de galets, les mêmes tailles, le même aspect, un peu blanchâtre, légèrement grisâtre, et avec un tas qui est de plus en plus riche vers donc une sorte de pointe, de sommet, également vers le bas. Et puis un dernier lest qui est beaucoup plus, ou un tas qui est beaucoup plus restreint, donc c'est le D, et qui lui est constitué d'éclats de marbre brut. Donc ce ne sont pas des éclats de débris d'architecture, mais des éclats de substrats, de fragments à l'état brut qui ont été prélevés, comme cela peut se retrouver en Méditerranée orientale. Quand on superpose, alors on aurait pu effectivement mettre des couleurs, quand on superpose les différentes nappes, on s'aperçoit qu'on est quand même dans
une zone assez cohérente où on a par exemple au centre les débris d'architecture. De part et d'autre, on retrouve céleste de grès siliceux. Les galets, eux, ils fonctionnent en même temps, les galets avec les débris d'architecture. Et puis, on a le lest de marbre brut qui, lui, se retrouve d'ailleurs quasiment à la même place que les grès siliceux. Et puis, pour terminer, donc la nappe 9-4E, constituée de deux zones plus ou moins diffuses, d'éléments essentiellement amphoriques, on dira à la fois d'amphore, mais aussi de céramique, de verre, qui viennent soit de Méditerranée orientale, soit de Bétique, d'Afrique du Nord, et qui datent de la première moitié du 5e siècle. Alors, pour information, parce que je pense que cela peut intéresser nombre d'entre nous, on a deux autres nappes qui s'appellent 9.5A et 9.5B. La nappe 9.5A est constituée essentiellement de fragments de céramique arabo-andalouse qui ont été datés par François Amigues des 11e, 12e siècles. Donc, c'est quand même un fait intéressant parce que d'abord, c'est rarissime, notamment en Languedoc-Roussillon, quelques éléments en Provence de cette époque, donc certainement peut-être d'un naufrage, d'un petit navire qui a pu monter comme ça, soit en direction de la Provence, soit peut-être au niveau commercial. On sait qu'il y avait des échanges entre l'Andalousie, donc l'ancienne Bétique, et puis le monde franc des 11e, 12e siècle du sud de la France. Également, l'avantage d'avoir travaillé avec le système Wheeler sur l'ensemble de ce gisement a permis d'abord de ramasser tous les fragments. Chaque fois qu'un plongeur nous demandait qu'est-ce que c'est qu'on doit ramasser et coordonner, et c'était la réponse qu'on peut faire à Tautavel. Tout ce qui semble un artefact, qui semble donc d'origine anthropique, ou même un élément qui semble halogène, comme une pierre, un galet, etc. Tous les éléments doivent être coordonnés, mesurés. Et en ce qui concerne donc les céramiques, par exemple, tous les fragments ont été relevés. On ne s'est pas contenté de ramasser les cols, les pointes, les anses, les décors, mais également ce qu'on pourrait appeler, dans notre jargon archéologique, les tessons carrés. Ça a permis à Michel Salvat de faire des collages, des recollages, et on a ainsi obtenu des amphores entières. Donc on peut dire qu'on a affaire à des amphores entières qui, par exemple, n'ont pas été sabrées pour être réutilisées et rejetées à l'eau. Non, on a bien des amphores entières qui semblent donc être les indices d'un véritable naufrage. On en a donné 5 exemples donc de LRA1. Dans une zone là en bleu, on a 13 fragments pour une amphore qui recolle sur 15 mètres carrés. En vert, même chose, 9 fragments sur 15 mètres carrés. En gris, des fragments un peu plus nombreux, 28 fragments sur 28 mètres carrés. En rouge, une quinzaine de fragments sur 9 mètres carrés et la 5e amphore, 13 fragments sur 9 mètres carrés. On voit qu'on a quelque chose d'assez dense dans ce secteur-là. Les résultats et les hypothèses, donc en ce qui concerne uniquement ce niveau 9-4 du 5e siècle. On a adressé donc la chronostratigraphie. À plusieurs reprises, on est revenu sur cette chronostratigraphie. Certainement que pour la publication, elle sera améliorée, encore affinée. Rapidement, on a donc l'ensemble 9.1 qui est un ensemble qui est le plus bas, qui correspond à peu près dans ces zones-là. Donc, on a du mobilier épars, on a à la fois des fragments d'amphores ibériques, des céramiques de la côte catalane. Ce sont des céramiques à cuisson réductrice, avec une céramique fine, noire, lissée. On a également des campaniennes. C'est des formes relativement anciennes, entre la fin du IIIe et le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ.
La datation Lyon 9075 donc, intervient à ce niveau-là, entre moins 159 plus 57. Et on a notre ensemble 9-2 qui avait été délimité par environ 250 clous, nombre minimal d'individus. On retrouve quelques dressels 1A, B et C, et des amphores de tarraconèse, notamment une tarraconèse 1, 2 ou 3 Pasquale 1, probablement de la vaisselle de bord associée avec des campaniennes, des assiettes campaniennes, des petits bols, on a des petites cruches de la côte catalane et quelques marmites en cuisson non tournée. Donc un ensemble qu'on peut dater entre 50 et 25 avant Jésus-Christ. Et si on met en association, peut-être que ces dressels 1, peut-être, parce qu'elles n'ont pas toutes été étudiées, notamment Marie-Pierre Gizigou avait fait faire une étude par l'Université de Barcelone sur la dressel 1C et il s'avérait que c'était en fait une production de tarraconèse. Donc on aurait peut-être une épave liée donc au commerce de tarraconèse. Au-dessus, on a un ensemble 9-3, donc c'est quelque chose qui n'avait pas été perçu au début des fouilles, donc qui est compris entre la fin du 1er siècle avant et le niveau du 5e. Et même là, dans cet ensemble 9-3, on a divers objets qui sont datés entre la fin du 1er siècle avant et le 3e siècle, voire le 3e siècle, pardon. On a peut-être des éléments d'épave qui sont rapprochés avec Port-Vendres II qui est proche, qui est notamment donc une épave de l'époque de Claude, si je me souviens bien, et qui transportait essentiellement, enfin notamment des dressels vins, donc on en a. On a quelques monnaies qui sont aussi datées autour des années 30-20 avant Jésus-Christ, de la paroi fine, des sigillées sud-gauloises et des céramiques africaines de cuisine. Et puis quelque chose qui est apparu comme un naufrage possible, donc il vaut mieux utiliser le terme de naufrage au terme d'épave, naufrage possible de la fin du 3e, autour peut-être même des années 300, avec une apparition quand même relativement importante de tripolitaine 2, d'amphores hispaniques, de céramique africaine de cuisine, de lampes à huile, qui peut-être sont en relation avec le gisement tout proche de Port-Vendres 11, de l'autre côté donc du feu d'alignement, ce qu'on appelle l'Anse-Béart, et c'est peut-être une partie à rattacher à Port-Vendres 11, qui notamment est caractérisée par la présence d'une caisse de bord de milliers de deniers datés de la fin du IIIe siècle. Et puis l'autre ensemble 9-4, qui lui, donc on va le reprendre en détail, après donc également se voit enseveli sous un ensemble 9-5 avec ce niveau de céramique arabo-andalouse et même un niveau de céramique glacurée du Languedoc, un peu plus tardif du XIIIe siècle. L'ensemble 9-4, donc, vous l'avez vu, est un ensemble assez complexe qu'on va revoir dans le détail. On va commencer par les débris architecturaux. La nappe 9-4, donc, est la nappe la plus basse, caractérisée par ces débris d'architecture. Vous avez ici, dans une coupe, on voit bien, au contact d'ailleurs, ici, de la nappe des galets, qui est la nappe C. Ces débris d'architecture proviennent de plusieurs monuments qui à la fois diffèrent par les modules et par les matériaux utilisés. Donc on a des marbres blancs, parfois nuancés tachetés de gris, peut-être des marbres de Carrare, mais là, on ne peut se prononcer qu'une fois que les analyses peuvent être faites. On a également des marbres colorés qui sont beaucoup plus spécifiques, ou polychromes. On a ainsi des verts nuancés de gris ou de rouge orangé, le marbre de Théos. Donc là, c'est un marbre de Théos. Donc c'est un marbre qui provenait de Turquie. Le matériau provenait de Turquie. On a des marbres rouges, notamment également de Turquie, de Sinada. On a en abondance un calcaire oolitique ferme qui est une pierre de taille qui provient du bois d'Élens. Donc, c'est le sujet de la thèse de Jean-Claude Bessac. Donc, on le voit ici, c'est un calcaire qui se taille très finement, calcaire à sculpter, et que l'on a utilisé notamment dans la maison carrée de Nîmes.
On a la présence de grès, qui sont couleur gris-vert. La présence aussi d'un calcaire coquillier tendre, probablement donc un calcaire lacustre de Sijan, de l'île Sainte-Lucie. Et puis la présence d'un calcaire gris, beaucoup plus dur, caractérisé comme du haute-rivien du Languedoc, qui proviendrait peut-être des carrières de Barutel à Nîmes, qui par exemple ont fourni la pierre à construire du pont du Gard et de nombreux monuments de Nîmes et de Narbonnaise. Quelques photos, toujours aussi spectaculaires. C'était notre Titanic à nous, dans la fin des années 90. Celle-ci que vous avez déjà vue. La présence ici d'un hôtel votif, avec, vous voyez, quelques galets qui sont venus s'interférer dans cette couche. Ici, une zone très très riche qui a fourni à la fois des marbres, alors les marbres sont parfois aussi lithophagés, c'est-à-dire qu'ils ont été abîmés par des sortes de bivalves qui viennent se nourrir du ciment calcaire du marbre et qui donnent cet aspect un peu de lèpre sur les marbres. Et là, par exemple, c'est un fragment de tambour d'une colonne cannelée en calcaire oolithique, donc avec un diamètre d'ailleurs assez intéressant, 84 cm, alors que les marbres de Théos, lui, 56 cm de diamètre. Quand on dispose, alors ici, vous avez des petites croix qui vous donnent l'échelle. J'essaye de retrouver ma souris. Voilà. Ici, vous avez 1 mètre à peu près sur 2 cm de l'écran. Donc, on a des éléments de sculpture. Donc, en jaune, on a porté les éléments sculptés, soit en calcaire oolithique, soit en marbre, ainsi que tous les marbres taillés qu'on peut trouver. Voilà, donc c'est les nappes A qu'on a subdivisées en 1 et 2. Et en rouge, par exemple, vous avez uniquement les moellons calcaires en petit appareil, que l'on voit également ici un peu éparpillés. Et puis, tout le reste, en blanc, ce sont des éclats divers de pierres de construction. Souvent, ce sont des calcaires, hein, des calcaires de Barutel, des grès, qui présentent d'ailleurs la plupart du temps aussi des traces d'outils. Et on s'aperçoit que vous avez des collages qui peuvent se faire entre certaines pièces. Là, par exemple, ce fragment de corniche recolle avec celui-ci, à peu près à 5-6 mètres de. Là, vous avez un fragment de corniche modillonnaire qui recolle à 7-8 mètres avec un autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que puisqu'on a pris le poids, la masse de chaque élément, on a cette forme, cet ensemble un peu patatoïde. On s'aperçoit qu'au centre, dans cette zone axiale, nous avons les éléments les plus lourds, qui sont supérieurs à 30 kg, puisqu'on a des éléments qui vont même jusqu'à plus de 70 kg. En rosé, on retrouve associés les éléments qui sont mesurés entre 15 et 30 kg, et en jaune, ceux qui sont inférieurs à 15 kg. Donc on s'aperçoit que les plus lourds se trouvent dans cette zone axiale et que les plus légers, ce qui est assez logique, ont été dispersés un peu de part et d'autre de ce monticule originel. Un exemple de ces collages, donc là, on s'aperçoit bien qu'on a bien 2 collages essentiels, même si certainement, alors ces 2 fragments aussi recollent entre eux, ces deux ne recollent pas. Mais on peut légitimement penser qu'ils proviennent du même monument, de la même frise d'architrave. Si celui-ci paraît plus clair, c'est qu'il a passé 2 ans dans l'eau après avoir été dessalé. Et ceux-là ont une sorte de patine qu'ils ont pris avec le temps. Et une fois que la pierre est dessalée, elle leur revient vers une couleur qui est beaucoup plus près de l'origine, donc du blanc du calcaire oolithique, du bois d'Élens. D'autres éléments toujours en calcaire oolithique, donc, qui proviennent des carrières de Nîmes, et matériaux qui étaient réutilisés, je le dis, utilisés dans toute la Narbonnaise. Ce sont un fragment de corniche modillonnaire, donc un élément ici sorti de l'eau, dessalé, et un autre élément qui recolle entièrement. Alors, on s'aperçoit que les cassures sont relativement fraîches et ils ne sont pas émoussés. Donc, soit les blocs ont été cassés
au moment où ils ont été prélevés dans une sorte de jonchère au départ pour être mis dans la cale du navire, soit ils se sont cassés au moment où le bateau s'est venu s'éclater dans les récifs. De toute façon, les collages, là vous avez un troisième élément qui recolle, ces collages montrent bien donc qu'ils appartiennent à un même ensemble. Le même fragment de corniche modillonnaire vu dans la position où l'on pouvait le visiteur donc pouvait le voir sur le monument. Ici, donc, on a travaillé avec Jean-Marie Gassin, qui, à l'époque, travaillait à l'IRA du CNRS. La plupart de ces chercheurs, pour certains, sont retraités, mais ils sont toujours en activité, disons, au niveau des travaux de publication. Ce dessin nous permet de restituer, donc, sur un monument théorique, la position de ces éléments. Donc là, on a le chapiteau de pilastre qu'on peut restituer, avec probablement la corne qui appartient peut-être au même chapiteau, et puis la corniche modillonnaire, donc qui était en fait la partie la plus sommitale d'un monument. Donc pour Jean-Marie Gassin, ces différents éléments appartiennent à différents monuments de différents modules, mais on n'a qu'une infime partie de ces différents monuments. Donc on pourrait dire que c'est un échantillonnage. D'autres exemples de ces matériaux, le marbre de Sinada par des éléments de plaquage. On a d'ailleurs un orifice ici, une mortaise, qui montre bien donc, qu'il y avait également un tenon qui permettait donc probablement un clou en cuivre en bronze qui permettait de plaquer la pierre sur la construction. On a parlé du marbre de Théos. Alors ici, on a les couleurs sorties de l'eau, donc là également un autre fragment de colonne. Il s'agit d'un marbre donc qui c'est une sorte de brèche marmoréenne avec de grands éléments blancs et puis un liant qui est constitué de couleurs de teintes vertes, rouges, orangées. Ça dépend des fragments. On a des marbres. Malheureusement, on n'en a que deux. Enfin, un seul marbre qui était inscrit et on a un fragment de calcaire oolique qui est également inscrit. Alors, ce marbre inscrit, marbre blanc, c'est une sorte de prière, une sorte de poésie en l'honneur certainement d'un personnage ou d'un dieu, et malheureusement, il ne contient, malgré ses 66 lettres et sa douzaine de mots, ne contient aucun élément, aucun nom propre qui nous permette d'argumenter sur une période ou sur une localisation. On reconnaît le verbe placuit, on a la fin d'un mot, tequam, quaequam, plenissima ou autem. On a ici sima, bus, ex, etc. Théo, peut-être Théo, Dieu, on ne sait pas. Voilà, un Dieu. Donc, et l'autre, on l'a pas mis, l'autre élément qui est inscrit, il s'agit d'un calcaire oolitique avec les lettres H, I, C. Donc, qui nous pose un véritable hic et qui pourrait être en fait une signature de marque de carrier telle qu'on peut en retrouver d'ailleurs à Nîmes. Ce sont des lettres qu'on retrouve à Nîmes comme marque de carrier. Nîmes et peut-être même dans d'autres endroits. Il faudrait prospecter aussi du côté de Narbonne. Associés à ces éléments d'architecture, donc des éléments plus classiques, des moellons. Des moellons tels que c'était la mode à l'époque julio-claudienne, essentiellement fin du premier siècle, voire début du deuxième après. Des moellons calcaires avec des formes très classiques, de forme trapézoïdale, puisque cela permettait donc de mettre le mortier, l'opus caementicum, le mortier de chaux, et puis de bien comme ça ancrer les différents moellons qui ont à peu près une dizaine, quinzaine de centimètres de hauteur et qui présentent donc une face rectangulaire, voire parfois carrée. Donc, c'est des petits moellons. Ce sont des moellons qui sont de calcaire tendre, donc Sainte-Lucie, donc l'origine Sainte-Lucie, la région de Sijan,
ou parfois on a des calcaires gris, beaucoup plus durs, peut-être les Barutels, les Nîmes. Et puis, dans le lot, on a un moellon de grès rougeâtre ferrugineux, tel qu'on peut le trouver à Fréjus, mais d'après Jean-Claude de Bessat, il n'est pas impossible qu'il y ait eu donc des carrières de grès rougeâtre de ce type, également en Narbonnaise. Donc, on se retrouve avec des éléments de sculpture taillés qui représentent près de 2 tonnes. En moyenne, chaque élément fait 15-16 kilos. On a donc des restes de blocs taillés en calcaire oolithique qui ne sont pas sculptés, mais qui sont bien taillés, qui représentent aussi un peu plus de 2 tonnes, avec également un poids qui est comparable en moyenne, 16 kilos. Les moellons, avec un nombre assez important, plus de 400 exemplaires, qui représentent à peu près 1 tonne et demie, chacun faisant à peu près 3 kilos. Et puis des éclats divers de pierres de construction, on arrive à 2 tonnes 8. Donc ce qui nous donne un ensemble de plus de 8 tonnes pour un poids moyen de 5 kilos par élément. Ce qu'on peut en déduire, donc, c'est que c'est des éléments de l'Est qui pouvaient être transportés uniquement par un seul homme. On n'avait pas besoin d'être à 2, voire parfois, dans certains cas, et encore, on a fait l'expérience, on a le fragment de chapiteau de pilastre qui fait dans les 70 kilos. Il peut être porté par un seul homme, mais on peut penser qu'il a pu être transporté par 2 hommes. Donc, ça peut être du remplissage assez rapide pour un lest de bateau. Si on regarde les autres, donc là, on l'a mis en mémoire ici. Si on regarde les autres nappes, donc on a parlé de la nappe 9, je ne reviendrai pas sur ces types-là parce qu'on a effectivement des petites lentilles un peu plus loin. On a donc à peu près 9 tonnes, 9 tonnes de débris d'architecture. On a donc cette nappe de calcaire siliceux. Donc, le nombre, alors on ne les a pas gardés, même si on les a tous prélevés et dessinés, on ne les a pas gardés. On en a à peu près 1 tonne. On pourra les retrouver par comptage et puis on a sur l'inventaire des cahiers. Le poids moyen, généralement, c'est pareil, ça doit se situer autour de 2-3 kilos. Les galets, qui eux, ont un nombre à peu près de 12 à 13 000 galets, donc ont été prélevés, dessinés pour la plupart et pesés, représentent une masse de près de 7 tonnes. Et puis on a les marbres à l'état brut qui représentent une masse à peu près d'1 tonne 2. Là également, on voit que ce sont des éléments qui sont rapidement transportés par main d'homme, voire peut-être même dans des couffins pour être ensuite déversés dans un bateau. Le total des nappes fait autour de 18 tonnes. Par-dessus, donc, nous avons une nappe qu'on appellera 9-4E, une nappe d'amphores et de mobilier de l'Empire romain d'Orient, mais également de ses marges. Donc, on a ici, donc, on retrouve la nappe 9-4C des galets. Vous voyez, par exemple, ces galets noirs sont les galets siliceux. Donc ça, c'est le 9B. Ça, c'est le 9C. Et là, par-dessus, vous avez au contact, vous voyez qu'il n'y a aucune sédimentation. Au contact, vous avez une amphore, c'est une Almagro 51B, qui vient vraiment au contact de Céleste. Alors, pour les galets, je voudrais le dire aussi, y revenir peut-être parce que ça concerne aussi Emmanuel, qui aura l'occasion, je n'en doute point, de parler, s'exprimer par la suite. Céleste a permis à Emmanuel de l'étudier en partie dans sa maîtrise en 2004, maîtrise qu'il a soutenue à Paris 1 Sorbonne. Ils ont également fait l'objet, ces galets, de 2 mémoires de géologie qui ont été présentées à Perpignan en 1999 par Stéphane Petit et en 2000 par Laura Lopez. Donc, cette nappe de galets, donc du calcaire ou de la dolomie, ont des caractéristiques morphologiques bien particulières. On est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait de galets qui avaient été récoltés dans le delta ou du moins à l'endroit où se jetait une rivière ou des rivières en climat chaud.
et selon Pierre Giresse, probablement donc un fleuve côtier, évidemment, du pourtour méditerranéen, mais qui ne peut provenir en aucun cas d'un rivage languedocien ou catalan. Donc, il faut aller chercher Céleste, peut-être du côté au plus près ou du côté de la Provence. Voilà. Donc, Céleste, visiblement, participe à des jonchères sans savoir exactement où se trouvaient ces jonchères. Les amphores, on a essentiellement une collection, un petit nombre, hein, un peu moins d'une quarantaine d'amphores de l'Antiquité tardive. On vous a dessiné ici avec Michel Salvat, donc on a représenté 1, 2, 3, 4, 5, 6 amphores LRA1 et avec l'amphore LRA1 similis, donc qui fait partie un peu de cet ensemble. Vous voyez l'importance d'avoir récolté l'ensemble des tessons et d'avoir ainsi pu remonter de manière entière ces amphores. On s'aperçoit qu'elles ont quasiment toutes des modules différents. Donc, celles-ci se ressemblent. Là, on a un module beaucoup plus important. Ici, un module médian. Donc, ce sont vraiment des objets qui vont nous amener encore beaucoup plus d'informations, peut-être par leur datation ou également ensuite par l'analyse de leurs pattes. C'est un travail qu'on aura l'occasion de revoir avec Dominique Pierry, qui est spécialiste de ces amphores de l'Antiquité tardive. Sur la photo, vous avez les LRA1 ici, donc il y en a 5. 3, 4, 5, la LRA1 similis, et puis vous avez une LRA3, une autre avec une seule anse, donc on l'appelle aussi Robinson 6566, et ici une toute petite LRA3 petit module. Donc c'est du mobilier qui est daté fin 4e, 6e siècle, mais on sait maintenant par d'autres fouilles, notamment en Méditerranée orientale, ce sont des types d'amphores qui vont perdurer jusqu'au 7e siècle. On retrouve le détail, donc on a donc au minimum 38 exemplaires d'amphores LRA. Vous avez, alors soit ce sont des amphores comme LRA1 qui viennent des côtes de la Turquie ou des îles de Rhodes, de Chypre ou alors du nord de la Syrie. Les LRA2, elles, c'est plutôt des amphores qui proviendraient plutôt de Grèce ou de l'île de Chios. Les LRA3 qui sont assez nombreuses, hein, il y en a 11, 12 exemplaires, 20 exemplaires. Ce sont qui viennent aussi de Turquie, notamment on a retrouvé les ateliers, les chercheurs connaissent les ateliers autour d'Aphrodisia de Carie, de Sardes, la vallée de Méandre, Éphèse aussi. Les LRA4, qu'on appelle aussi parfois l'amphore de Gaza, sont des amphores qui proviennent soit du sud du Liban, soit du nord d'Israël, de Palestine. On a aussi donc d'autres amphores qui proviennent d'îles également de la mer Égée. Celle-ci, un seul exemplaire qui proviendrait soit de Tyr, soit du nord d'Israël, de site de Ptolémaïs. Donc, vous voyez, c'est très intéressant au niveau des différents lieux d'origine de production de ces amphores. On a associé des amphores Ki52, qui sont des amphores qui proviennent d'Italie, de Calabre, au moins 3 exemplaires. De Tunisie, on a une Ki 32 entière. Et de Bétique, on a des amphores 51, on a au moins 2 exemplaires et au moins une Dressel 23. Ce qui nous fait à peu près, vous voyez, 45 exemplaires pour cette nappe 9-4E. Rapidement, une vue sur quelques amphores LRA3. Vous voyez que parfois, la pâte de LRA3 est tellement fine que elle s'est usée, c'est une pâte qui est souvent mal cuite, elle est usée, et même ça, les plongeurs de la Resmark qui ont travaillé sur ce site pourraient en témoigner, ce sont des amphores qui, même parfois une fois prélevées, ne serait-ce que par la masse de l'eau, arrivent à fondre dans vos mains, tellement elles sont fines et mal cuites. La seule qui nous est fournie en graffiti, mais qui reste assez énigmatique, donc c'est celle-ci d'ailleurs, une amphore LRA3. Et puis, je voulais donner une vue particulière sur cette amphore dont on n'a que le col, qui provient du sondage de découverte de 1986, donc qui devait émerger à peine du sédiment, et qui s'avère être en fait une amphore que Dominique Pierry
en 2012, a caractérisé comme étant probablement donc un type d'amphore qui était produit soit à Tyr, soit à Ptolémaïs. Voilà, donc c'est une amphore. Malheureusement, donc elle n'est qu'un seul exemplaire et elle avait été déposée au dépôt de Port-Vendre, c'est du moins ce qu'il y a dans le rapport de 95. Mais malheureusement, elle a disparu depuis 1986-95 du dépôt. Bon, on espère bien y mettre un jour la main dessus, pour ne serait-ce que pour la dessiner. Et ici, à côté, un exemple de LRA2. Les amphores de Calabre, alors là, on est en dehors des productions de l'Empire romain d'Orient. On est déjà dans les royaumes barbares, entre guillemets, donc de l'Italie qui était à l'époque sous dominance austro-gothique. On a ces Ki 52 qui sont caractérisés par des fonds plats. On a également donc de l'Espagne visigothique, dans le sud de l'Espagne, on a ces Dressel 23 qui sont la suite logique de la Dressel 20, et puis les Almagro 51, quelques exemplaires. Et du nord de l'Afrique, qui à l'époque était plutôt donc sous domination vandale, on a cette amphore variante de 32. On a également associé un certain nombre d'éléments de céramique qu'on appelle commune méditerranéenne. Donc ça, c'est une terminologie qu'on suit, donc celle que suivent les archéologues suite à l'apparition du Latarasis dans les années 1980. Notamment, par exemple, ici, vous avez 3 cruches. Alors, dans certains endroits, vous apercevez que, suivant les coups de mer, on a l'objet, ce niveau du 5e siècle, qui apparaît vraiment dégagé des sédiments. Donc ça, c'était en 2009. Et d'autres exemplaires qui ont été recueillis. Donc on a ces cruches. On a également une collection de marmites qui ont été remontées entières, ainsi que des éléments de poils ou de louche. Là, il n'y a pas de typologie. Vous voyez, elle n'est même pas référencée dans le Latarasis. La forme numéro 4, qui est une casserole ou une marmite, il y a une sorte de caractérisation au niveau du rendu de la pâte. C'est une pâte qui est généralement présente ces cannelures à l'extérieur, quels que soient d'ailleurs les types de production. Et puis, on a aussi 3 couvercles avec bien conservés, des trous de vent. Donc, ce qui montre que bien avant l'époque du machinisme, l'époque de la révolution industrielle et de Papin, déjà les antiques connaissaient la force de la vapeur et donc la manière d'évacuer dans les marmites par les trous des vents la cuisson, cette vapeur. Ce qui est rare aussi comme type d'objet, c'est l'entonnoir. Donc toujours, vous voyez, ces cannelures, l'entonnoir entier, enfin, dont la forme est restituable entièrement, a été découverte. Alors là, voilà, je vais y revenir. Donc cet entonnoir qui a été découvert, et on s'est aperçu que dans les collections du dépôt de Port-Vendre, avec la simple indication rade de Port-Vendre, figurait également un autre entonnoir, sans que l'on sache s'il était rattaché au dépotoir de l'Anse-Gerbal ou au site de Port-Vendre neuf, on ne sait pas. De toute façon, c'est 2 formes vraiment similaires, au même diamètre. On a donc un plat, donc le dessin date de 1995 et depuis, régulièrement, on a réussi à remonter des éléments qui nous permettent, donc il s'agit d'une forme ice qui est datée entre 400 et 450, mais dont le style plutôt s'insère dans les années 410, donc on serait entre 410 et 450. Donc là, c'est des productions de céramique africaine, de Clair-D de Tunisie. Et puis, alors ici, est-ce qu'il s'agit d'une cargaison secondaire? On a un certain nombre d'éléments de verrerie, qui présentent une certaine homogénéité au niveau de la texture. Donc, c'est un verre olivâtre et avec également une datation qui est autour des premières décennies du 5e siècle. Mais là aussi, on sait que ça peut aller au-delà des premières décennies, qui peut couvrir au minimum la première moitié du 5e siècle.
Donc là, je vous donne la référence par rapport aux publications de Danielle Foy, puisque c'est elle qui les a étudiées. Et elle vient d'ailleurs en 2019 d'en publier l'étude récemment dans le bulletin AFAV. Voilà, donc publié. Il s'agit d'un nombre de vases, d'une trentaine de fragments qui composent entre 13 et 24 pièces, donc des formes 12, 13, 14 et 15. Voilà. Qui proviendraient de Méditerranée orientale, donc souvent on a attribué à l'Égypte, mais peut-être même, selon elle, peut-être de mer Noire, de la mer Noire, puisqu'il y a une analyse qui a été faite sur l'un de ces fragments et qui est comparable à des éléments connus sur des ateliers de mer Noire. Voilà notre dessin avec notre forme, ici un dessin d'une bouteille ou d'un pot. Conclusion. Donc, ça fait 1h15 qu'on parle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, si on prend cet ensemble 9-4, les nappes A, débris d'architecture, nappe B, les grès, les nappes C, les galets, nappe D, les marbres bruts. Il est impossible d'affirmer que les 4 nappes puissent être mises en place en même temps, suite à un ou à plusieurs naufrages. Mais ça paraît probable. Puisque les nappes sont vraiment, pour la plupart, coïncident les unes sur les autres et il n'y a pas de sédiments qui se soient infiltrés souvent entre ces nappes. Il est impossible d'affirmer non plus que la nappe E soit concomitante des nappes, au moins des nappes de galets et des nappes de marbre, mais ça paraît probable parce que là aussi, il n'y a pas de sédimentation entre cette nappe d'amphore de mobilier caractéristique de la première moitié du 5e siècle et des 4 nappes lithiques. En plus, et là peut-être il aurait fallu en parler un peu plus longuement, on a retrouvé de mémoire au minimum une douzaine de clous de fer. Alors ce sont ce qu'on a appelé des fantômes. Donc, on pourra en reparler notamment avec Marie-Pierre Gizégou, qui connaît bien le système de construction navale. On a affaire à des clous qui se sont complètement libérés de leur rame et qui ont aggloméré au fur et à mesure du temps tous les sédiments, fragments de sable, fragments de coquillage, donc qui donnent une sorte de forme assez grosse, une sorte de clou, et une fois qu'ils sont cassés, on s'aperçoit qu'ils sont vides. C'est-à-dire que le fer, l'âme du fer a complètement disparu, d'où le nom de fantôme. Donc on a peut-être le témoignage effectivement d'un naufrage si on retrouve des clous. Il est fort possible que certains de ces clous aient disparu ou même n'aient pas été remontés par les plongeurs. Georges, on a un petit souci de son. On l'a bien vu, mais certainement pas un quai. Donc, pourquoi ce n'est pas les éléments d'un quai? Donc, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas une décharge volontaire, car le site, en fait, est situé en plein dans la ligne de mire de la houle. Donc, on l'a vu, hein, c'est un cimetière de navires. Donc, on ne va pas faire un quai, un endroit qui est le plus exposé au vent. Donc, ça paraît logique. Si on trace une diagonale, on s'aperçoit effectivement qu'on a une tendance de débris architecturaux qui s'organisent tout à l'heure que les masses de galets correspondaient à peu près donc à l'emplacement des débris d'architecture. Et puis, si on regarde également les nappes d'amphore, de mobilier, en fait, les nappes se situent au-delà de l'essentiel de Céleste. Donc, on a une nappe vers le nord et une nappe vers le sud. Donc, imaginons que si tout cela participait à un même fait, donc un bateau avec un lest important de l'ordre de 18 tonnes et puis un nombre d'amphores supérieur à 40-50, on peut imaginer que le bateau aurait été drossé effectivement contre les récifs, qu'il aurait éclaté, et à ce moment-là que les amphores qui étaient beaucoup plus légères que les pierres aient pu verser sur les deux côtés.
Si le bateau était entré pour se mettre, qui avait l'intention de se mettre à l'abri dans l'anse Gerbal, on aurait effectivement un côté tribord vers le nord et un côté bâbord vers le... Mais là, on est bien sûr dans l'hypothèse d'un seul fait et dans cette hypothèse d'un bateau entrant pour se mettre à l'abri. Ce qui donne donc, dans une phase chronologique, on peut considérer qu'on a soit un fait unique qui serait donc une phase chronologique numéro 3, soit les débris architecturaux en eux-mêmes font partie d'un fait, les autres éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres pourraient faire partie d'un autre fait, et la cargaison d'amphores d'un autre fait. Voilà, donc on peut comme ça imaginer qu'on a soit des faits différents, mais dans une période de temps quand même relativement proche, soit en fait un fait unique, qui serait donc le 3. Pour caractériser ces nappes d'architecture, on a vu que la diversité des matériaux, marbre, calcaire, grès, des modules, exemple des colonnes qui font 56 pour les marbres de Théos, 84 pour les marbres oolithiques, donc proviennent d'un échantillonnage de monuments. Donc ces débris devaient provenir en fait d'une sorte de jonchère de pierres de l'Est qui devaient être en tas aux abords, sur des quais, aux abords d'un endroit où des bateaux pouvaient partir. Dans la plupart des cas, le choix des matériaux, donc on a ici des marbres ou des calcaires du bois d'Élens ou des calcaires de Barutel, soit à la fois par le choix du matériau, soit à la fois par leur style, donc qui a été étudié par Anne Roth-Congès et par Jean-Marie Gassin, évoque une datation qui serait plutôt d'époque julio-claudienne, donc grosso modo 1er siècle avant. Ensemble, ces débris donc, proviennent de différents monuments publics, peut-être aussi privés, on aura peut-être des éléments de mausolées, d'origine régionale, puisque si l'on se base sur le calcaire oolithique ou les calcaires de Barutel, même s'ils proviennent de Nîmes, ils ont été largement utilisés entre Narbonne, Nîmes, Arles, donc on dira dans la Narbonnaise. À l'époque, dans l'Antiquité tardive, seuls 2 ports pouvaient très bien participer à une sorte de jonchère, soit ça aurait pu être le port de Narbonne, soit le port d'Arles. Il se fait que ces dernières années, dans les années 2010, des éléments comparables ont été signalés à Narbonne, notamment la photo que vous avez sur la droite, Mandirac, le Castellou, où également on a des éléments qui sont conservés au musée de l'Armourguier. Donc on peut dire qu'une analyse précise des éléments décorés, notamment sur les calcaires oolithiques, permettrait de confirmer l'hypothèse que c'est un lest qui proviendrait plutôt de Narbonne plutôt que d'Arles. La datation donc, de ces lestes, ces lestes ils sont bien sûr liés à la fermeture, à la destruction des édifices dits païens. Donc on sait qu'à la fin du IVe siècle, déjà, on détruit des édifices païens puisque nous sommes dans une ère chrétienne depuis après Constantin. Et notamment, je mets notamment parce que c'est certainement pas le seul édit qui a pu exister, on a un édit de Théodose assez tardif de 435, qui est notamment cité par Cécile Morisson, qui parle qu'il faut détruire ces temples païens dans l'Empire romain. Si on se base notamment sur une petite publication qui a été faite par Marie-Pierre Gézigou et Corinne Sanchez récemment dans les années 2014 par le Parc naturel régional, en parlant du réaménagement des digues du Castellou Mandirac, qui ont été datés de la fin du IVe siècle, à partir des monuments publics de Narbonne, on retrouve effectivement du marbre blanc, des calcaires coquillés, des marbres de Théos. Et je cite cette phrase de Véronique Mathieu, de Corinne Sanchez, « La spécificité de Narbonne repose sur la totale destruction de ces monuments, destruction d'autant plus surprenante que ces derniers représentaient un volume de matériaux considérable. Les lieux de culte païens ne sont pas réutilisés par les chrétiens. Contrairement à d'autres endroits, effectivement, les temples païens n'ont pas été réutilisés, n'ont pas été christianisés, mais complètement détruits. » Une vue de quelques vues du site qui était donc sous la direction des fouilles, sous la direction de Corinne Sanchez et Marie-Pierre Gézigou, lors d'une visite que nous avons faite avec la RESMAR en 2014. On a du marbre de Théos, nous avons des calcaires oolithiques, des marbres blancs, etc., des corniches, des fragments de corniches, comme on a pu en retrouver à Port-Vendres. Donc la nappe A qui représente plus de 9 tonnes, à environ 9 tonnes. S'agit-il d'un simple lest? Question donc, sur laquelle Manuel Nanté pourra s'exprimer.
ou dans l'est utile. Qu'entend-on par l'est utile? C'est un lest qui peut être récupéré pour alimenter des fours à chaud. On connaît pas mal de sites terrestres, notamment sur les forats impériali de Rome, ou également à Toulouse, dans l'Antiquité tardive, où on a retrouvé, donc dans les fouilles archéologiques, on retrouvait des fours de chauffourniers où on avait encore des éléments, des débris d'architecture qui n'avaient pas encore été brûlés pour fournir la chaux. Ou alors, c'est peut-être anecdotique, mais c'est une hypothèse qui a été formulée par Jean-Claude Bessac. Il est possible aussi qu'une partie de ce type de matériaux soit réutilisée par des ateliers de mosaïque. Par exemple, dans la villa de Loupia, on a des tesselles en calcaire oolithique qui ont certainement été retaillées à partir d'éléments architecturaux d'époque plus ancienne. La seule épave, à ma connaissance, qui a livré ce type de débris d'architecture en lest, qui est parfois d'ailleurs associé à d'autres pierres naturelles, des granites, des pierres micacées, du marbre blanc. Donc il s'agit d'une épave qui est connue sous le nom de Céphalou, découverte donc en Sicile dans les années 80. L'épave byzantine qui datait du milieu du VIe siècle, donc grosso modo un siècle après pour vendre neuf. Et donc là, qui a révélé un grand tumulus de pierre de l'Est, et qui contenait donc des types d'amphores. Alors là, c'est intéressant. La variété des types d'amphores et l'insuffisance du nombre d'exemplaires pour chaque type laisse davantage penser au changement d'une embarcation militaire plutôt que commerciale, comme ce fut le cas sur la petite épave byzantine retrouvée à la Palude en France, c'est en Provence. Et là, ils avaient trouvé une épée, des boulets de pierre et un élément même lithique de catapulte. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on ait associé des fragments de débris d'architecture avec donc pourquoi un tel lest? C'est justement pour bien tenir ce bateau qui n'était chargé autrement que par des soldats et quelques amphores pour simplement donc la subsistance de ces soldats. Voilà. Ce lest, alors par contre, il aurait pu provenir, selon Sean Kingsley, de destruction due à des tremblements de terre. Et c'est vrai que c'est une période autour des années 740-750, où dans tout le Proche-Orient, en Méditerranée orientale, on a beaucoup de destruction due à des tremblements de terre. Au niveau comparaison d'épaves de la fin du 4e, du 5e siècle, on a pour vendre un qui recèle aussi des Almagro 51, des Dressel 20, 23. J'ai mis en gras ce qui était comparable à ce que nous avons pour vendre 9. Vous avez là aussi l'épave sud de la Bézie 1 ou A, dans les Bouches de Bonifacio, datée également de la fin du 4e siècle, autour des années 390-400, qui a également fourni des Almagro 51 AB. Bien sûr, l'épave de Mandirac 1, dont Marie-Pierre pourrait nous en dire un peu plus, qui est daté des années 425-450, qui a fourni notamment des Almagro 50-51. Et puis, on peut aussi rattacher donc à ces épaves du 5e le Dramon E, qui lui donc est essentiellement des amphores qui viennent d'Afrique. Voilà, donc on s'aperçoit qu'on n'a pas, à ma connaissance, d'épave du 5e siècle dans notre Méditerranée occidentale qui ait pu fournir des LRA1, notamment des LRA1. En ce qui concerne l'épave de la Palude, qui date du 6e siècle, donc c'est une cargaison mixte à la fois d'Afrique du Nord et Méditerranée orientale, donc d'un naufrage qui datait des années 600. Yassiada, à peu près la même époque, donc en Turquie, a fourni des LRA1, des LRA2. Donc, on n'a pas, beaucoup d'éléments. Effectivement, en 2004, on ne comptabilisait que 15 épaves avec des LRA1 et quasiment, en fait, ces 15 épaves sont datées du 6e, voire du 7e siècle et une seule en France à l'époque, c'était donc celle de la Palude. Pour terminer, donc, on a également en comparaison, on retrouve des LRA sur le dépotoir qui se trouvait sur l'épave pour vendre 1. Donc, on est au-delà des années 400, avec des amphores LRA4, LRA3, LRA1, des Robinson 273, donc des choses qu'on retrouve sur pour vendre 9. Et puis aussi un site de référence, c'est bien sûr le site de la Bourse à Marseille, bien étudié par Michel Bonifay, où on retrouve ce type d'amphores. Donc ça, ce sont des amphores qui sont relativement rares, mais qui sont quand même connus donc, au 5e siècle essentiellement sur Marseille et jusqu'à pour vendre 1. Je voudrais rajouter aussi que j'en connais
Ampurias, donc des éléments, des amphores LRA1, LRA3, donc qui sont Ampurias. Et si on porte sur une carte de la Méditerranée, donc un peu l'origine de ces différentes, de cette cargaison d'éléments du 5e siècle, on a donc les amphores essentiellement qui viennent du Levant, du Proche-Orient, qui va d'Israël, de Palestine, du Liban, de la Syrie jusqu'à la Turquie, et également de la Grèce. Il faut rajouter la verrerie qui pourrait provenir donc de la mer Noire. Donc tout ça, c'est l'Empire romain d'Orient, Empire byzantin, premier empire byzantin, et les autres qui proviennent des royaumes barbares. Hein. On a les Qui 52 de Calabre, des Ostrogoths, les amphores 32, Qui 32, les grands plats I61B qui proviendraient de Tunisie, les amphores Almagro 51 et 23, Dressel 23 qui viendraient de Bétique, et puis donc Celeste qui proviendrait probablement de Narbonne. Donc si on associe tout ça, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'on a des marchandises qui en fait, en définitive, proviennent de tout le bassin méditerranéen et qui ont été redistribuées, donc peut-être à partir de Narbonne, hein, c'est une hypothèse. Et ce qui est intéressant et anecdotique, c'est que 100 ans plus tard, on s'aperçoit que sous l'époque de Justinien, ces espaces qui sont encore économiquement producteurs, comme la Calabre, l'Afrique du Nord ou la Bétique, eh bien, c'est des zones qui, comme par hasard, vont être annexées par l'Empire romain d'Orient pendant un certain temps, hein, puisque sur les Ostrogoths, donc l'Italie, et également sur les Vandales, l'Afrique du Nord, et sur les Visigoths, la Bétique. Voilà. Donc, on a un ensemble de données qui sont très importantes et qui restent encore à dépouiller en vue d'une publication future, j'espère, d'ici 5 ans, puisque maintenant, je me retrouve en grandes vacances et donc en retraite et avoir plus de temps pour partager avec mes collègues. Voilà. Je vous remercie à tous, et sachant que la plupart de ces photos proviennent aussi donc, de collègues comme Bessir, Michel, Henri Collin d'Istria, Guillaume, Jacques Auger, etc.